Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo lecture de la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Voilà, j'ai réussi encore une fois cette semaine à trouver le temps pour vous lire les 50 pages à peu près de la semaine. Vous vous souvenez, nous en étions aux trois petites étoiles de la page 245 dans mon édition livre de poche. Et nous allons aujourd'hui jusqu'à la page 293 qui se termine par et la forme terrible et permanente de la cruauté. Très belle phrase d'ailleurs. Restez en fin d'émission parce que vous allez voir que pour la semaine prochaine, nous allons aller. Alors il y aura un peu moins de 50 pages pour la semaine prochaine, vous allez voir, parce que nous allons aller jusqu'à la fin donc de Combray, de cette première partie du côté de chez Swann. Il y a deux parties dedans. Il y a Combray que nous lisons depuis le début, et puis ensuite il y aura Un amour de Swann. Et on va faire une sorte de premier bilan. Donc je vous ai proposé, déjà sur le Discord, le savent déjà, mais je vous propose, pour ceux qui le souhaitent, qui lisent également cette recherche, qui découvrent ou qui relisent cette recherche du temps perdu de Marcel Proust, en même temps que moi, hein, depuis quelques semaines, depuis le début du mois de janvier, de faire un épisode du podcast. Alors ça ne sera pas filmé, je vous rassure, ce sera juste un podcast où nous ferons un premier bilan de cette lecture commune sur Combray. Qu'est-ce que vous en pensez, votre avis? Vous n'avez pas à être, encore une fois, diplômé en littérature, je ne le suis pas, de grand spécialiste. Avec vos mots, vos impressions, pas besoin d'en parler des tonnes, mais nous échangerons. C'est moi qui animerai les débats, donc vous verrez qu'il y aura toujours de quoi dire. Donc voilà. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer à mon adresse mail, que je mets toujours dans les descriptions de mes vidéos, ou alors de rejoindre sur le Discord, que je mets également en lien sous ces vidéos. Donc de nous rejoindre pour, éventuellement, si vous êtes intéressé, pour participer à ce podcast où nous échangerons ensemble sur cette première partie. On fera un premier bilan parce que nous arriverons la semaine prochaine à la deuxième partie donc de ce premier tome qui sera donc Un amour de Swann, et nous partirons un peu plus à la découverte de ce personnage de Swann et de son terrible mariage selon la famille qui l'aurait fait. Allez, on commence de suite parce que on a quand même 50 pages à lire, on en a à peu près pour 1 heure, donc vous savez que ça nous prend du temps. Nous rentrions toujours de bonne heure de nos promenades pour pouvoir faire une visite à ma tante Léonie avant le dîner. Au commencement de la saison, où le jour finit tôt, quand nous arrivions rue du Saint-Esprit, il y avait encore un reflet du couchant sur les vitres de la maison et un bandeau de pourpre au fond des bois du calvaire qui se reflétait plus loin dans l'étang. Rougeur qui, accompagnée souvent d'un froid assez vif, s'associait, dans mon esprit, à la rougeur du feu, au-dessus duquel rôtissait le poulet qui ferait succéder pour moi au plaisir poétique donné par la promenade, le plaisir de la gourmandise, de la chaleur et du repos. Dans l'été, au contraire, quand nous rentrions, le soleil ne se couchait pas encore. Et pendant la visite que nous faisions chez ma tante Léonie, sa lumière qui s'abaissait et touchait la fenêtre était arrêtée entre les grands rideaux et les embrasses, divisée, ramifiée, filtrée, et incrustant de petits morceaux d'or le bois de citronnier de la commode, illuminait obliquement la chambre avec la délicatesse qu'elle prend dans les sous-bois. Mais certains jours fort rares, quand nous rentrions, il y avait bien longtemps que la commode avait perdu ses incrustations momentanées. Il n'y avait plus, quand nous arrivions rue du Saint-Esprit, nul reflet de couchant étendu sur les vitres, et l'étang au pied du calvaire avait perdu sa rougeur. Quelquefois il était déjà couleur d'opale, et un long rayon de lune qui allait en s'élargissant et se fendillait de toutes les rides de l'eau le traversait tout entier. Alors, en arrivant près de la maison, nous apercevions une forme sur le pas de la porte, et maman me disait: Mon Dieu, voilà Françoise qui nous guette. Ta tante est inquiète, aussi nous rentrons trop tard. Et sans avoir pris le temps d'enlever nos affaires, nous montions vite chez ma tante Léonie pour la rassurer et lui montrer que, contrairement à ce qu'elle imaginait, déjà, il ne nous était rien arrivé, mais que nous étions allés du côté de Guermantes. Et, dame, quand on faisait cette promenade-là, ma tante savait pourtant bien qu'on ne pouvait jamais être sûr de l'heure à laquelle on serait rentré. Là, Françoise, disait ma tante, quand je vous le disais qu'il serait allé du côté de Guermantes, mon Dieu, ils doivent avoir une faim, et votre gigot qui doit être tout desséché après ce qu'il a attendu. Aussi, est-ce 1 heure pour rentrer? Comment? Vous êtes allé du côté de Guermantes. Mais je croyais que vous le saviez, Léonie, disait maman. Je pensais que Françoise nous avait vus sortir par la petite porte du potager. Car il y avait autour de Combray 2 côtés pour les promenades, et s'y opposait qu'on ne sortait pas en effet de chez nous par la même porte quand on voulait aller d'un côté ou de l'autre. Le côté de Méséglise-la-Vineuse, qu'on appelait aussi le côté de chez Swann, parce qu'on passait devant la propriété de M. Swann pour aller par là, et le côté de Guermantes. De Méséglise-la-Vineuse, à vrai dire, je n'ai jamais connu que le côté. Et des gens étrangers qui venaient le dimanche se promener à Combray, des gens que cette fois ma tante elle-même et nous tous ne connaissions point, et qu'à ce signe on se tenait pour des gens qui seront venus de Monts-Églises.
Quant à Guermantes, je devais un jour en connaître davantage, mais bien plus tard seulement. Et pendant toute mon adolescence, ces Méséglises étaient pour moi quelque chose d'inaccessible comme l'horizon, dérobé à la vue, si loin qu'on alla, par les plis d'un terrain qui ne ressemblait déjà plus à celui de Combray. Guermantes, lui, ne m'est apparu que comme le terme plutôt idéal que réel de son propre côté, une sorte d'expression géographique abstraite comme la ligne de l'équateur, comme le pôle, comme l'Orient. Alors, prendre par Guermantes pour aller à Méséglise, ou le contraire, m'eût semblé une expression aussi dénuée de sens que prendre par l'Est pour aller à l'Ouest. Comme mon père parlait toujours du côté de Méséglise comme de la plus belle vue de plaine qu'il connût, et du côté de Guermantes comme du type de paysage de rivière, je leur donnais, en les concevant ainsi comme deux entités, cette cohésion, cette unité qui n'appartiennent qu'aux créations de notre esprit. La moindre parcelle de chacun d'eux me semblait précieuse et manifestait leur excellence particulière, tandis qu'à côté d'eux, avant qu'on fût arrivé sur le sol sacré de l'un ou de l'autre, les chemins purement matériels au milieu desquels ils étaient posés comme l'idéal de la vue de plaine et l'idéal du passage de rivière ne valaient pas plus la peine d'être regardés que par le spectateur épris d'art dramatique, les petites rues qui avoisinent un théâtre. Mais surtout, je mettais entre eux, bien plus que leur distance kilométrique, la distance qu'il y avait entre les deux parties de mon cerveau où je pensais à eux. Où je pensais à eux, pardon. Une de ces distances dans l'esprit qui ne font qu'éloigner, qui séparent et mettent dans un autre plan. Et cette démarcation était rendue plus absolue encore parce que cette habitude que nous avions de n'aller jamais vers les deux côtés en même jour, dans une seule promenade, mais une fois du côté de Méséglise, une fois du côté de Guermantes, les enfermait pour ainsi dire loin l'un de l'autre, inconnaissables l'un à l'autre, dans les vases clos et sans communication entre eux, d'après-midi différents. Quand on voulait aller du côté de Méséglise, on sortait, pas trop tôt, et même si le ciel était couvert, parce que la promenade n'était pas bien longue, et n'entraînait pas trop, comme pour aller n'importe où, par la grande porte de la maison de ma tante sur la rue du Saint-Esprit. On était salué par l'armurier, on jetait ses lettres à la boîte, on disait en passant à Théodore de la part de Françoise qu'elle n'avait plus d'huile ou de café, et l'on sortait de la ville par le chemin qui passait le long de la barrière blanche du parc de Monsieur Swann. Avant d'y arriver, nous rencontrions, venus au-devant des étrangers, l'odeur de ces lilas. Eux-mêmes, d'entre les petits cœurs verts et frais de leurs feuilles, levaient curieusement au-dessus de la barrière du parc leurs panaches de plumes mauves ou blanches qui lustraient, même à l'ombre, le soleil où elles avaient baigné. Quelques-uns, à demi cachés par la petite maison en tuiles appelée maison des archers, où logeait le gardien, dépassaient son pignon gothique de leurs roses minarets. Les nymphes du printemps eussent semblé vulgaires auprès de ces jeunes houris qui gardaient dans ce jardin français les tons vifs et purs des miniatures de la Perse. Malgré mon désir d'enlacer leur taille souple et d'attirer à moi les boucles étoilées de leur tête odorante, nous passions sans nous arrêter, mes parents n'allant plus à Tansonville depuis le mariage de Swann, et, pour ne pas avoir l'air de regarder dans le parc, au lieu de prendre le chemin qui longe sa clôture et qui monte discrètement au champ, nous en prenions un autre qui y conduit aussi, mais obliquement, et nous faisions déboucher trop loin. Un jour, mon grand-père dit à mon père: vous rappelez-vous que Swann a dit hier que, comme sa femme et sa fille partaient pour Reims, il en profiterait pour aller passer 24 heures à Paris? Nous pourrions longer le parc, puisque ces dames ne sont pas là. Cela nous abrégerait d'autant. Nous nous arrêtâmes un moment devant la barrière. Le temps des lilas approchait de sa fin. Quelques-uns effusaient encore en haut lustre mauve les huiles délicates de leurs frères, mais dans bien des parties du feuillage au déferlé, il y avait seulement une semaine, leur mousse embaumée se flétrissait, diminuée et noircie, une écume creuse, sèche et sans parfum. Mon grand-père montrait à mon père en quoi l'aspect des lieux était resté le même, et en quoi il avait changé depuis la promenade qu'il avait faite avec M. Swann le jour de la mort de sa femme, et il saisit cette occasion pour raconter cette promenade une fois de plus. Devant nous, une allée bordée de capucines montait en plein soleil vers le château. À droite, au contraire, le parc s'étendait en terrain plat. Obscurci par l'ombre des grands arbres qui l'entouraient, une pièce d'eau avait été creusée par les parents de Swann. Mais dans ses créations les plus factices, c'est sur la nature que l'homme travaille. Certains lieux font toujours régner autour d'eux leur empire particulier, arborent leurs signes immémoriaux au milieu d'un parc comme ils auraient fait loin de toute intervention humaine. Dans une solitude qui revient partout, les entourer surgit des nécessités de leur exposition et superposée à l'œuvre humaine. C'est ainsi qu'au pied de l'allée qui dominait l'étang artificiel, s'était composé sur deux rangs, tressés de fleurs de myosotis et de pervenches,
la couronne naturelle, délicate et bleue qui ceint le front clair-obscur des eaux, et que le glaïeul, laissant fléchir ses glaives avec un abandon royal, étendait sur le patoire et la grenouillette aux pieds mouillés les fleurs de lys en lambeaux, violettes et jaunes de son sceptre lacustre. Le départ de mademoiselle Swann, qui, en m'ôtant la chance terrible de la voir apparaître dans une allée, d'être connue et méprisée par la petite fille privilégiée qui avait Bergotte pour amie et allait avec lui visiter des cathédrales, me rendait la contemplation de Tansonville indifférente la première fois où elle m'était permise. Semblait au contraire ajouter à cette propriété, aux yeux de mon grand-père et de mon père, des commodités, un agrément passager et, comme fait pour une excursion en pays de montagne, l'absence de tout nuage, rendre cette journée exceptionnellement propice à une promenade de ce côté. J'aurais voulu que leurs calculs fussent déjoués, qu'un miracle fit apparaître mademoiselle Swann avec son père, si près de nous que nous n'aurions pas le temps de l'éviter et serions obligés de faire sa connaissance. Aussi, quand tout d'un coup j'aperçus sur l'herbe, comme un signe de sa présence possible, un couffin oublié à côté d'une ligne dont le bouchon flottait sur l'eau. Je m'empressai de détourner de notre côté les regards de mon père et de mon grand-père. D'ailleurs, Swann, nous ayant dit que c'était mal à lui de s'absenter, car il avait pour le moment de la famille à demeure, la ligne pouvait appartenir à quelque invité. On n'entendait aucun bruit de pas dans les allées. Divisant à la hauteur d'un arbre incertain, un invisible oiseau, s'ingéniant à faire trouver la journée courte, explorait d'une note prolongée la solitude environnante, mais il recevait d'elle une réplique si unanime, un choc en retour si redoublé de silence et d'immobilité qu'on aurait dit qu'il venait d'arrêter pour toujours l'instant qu'il avait cherché à faire passer plus vite. La lumière tombait si implacable du ciel devenu fixe que l'on aurait voulu se soustraire à son attention, et l'eau dormante elle-même, dont des insectes irritaient perpétuellement le sommeil, rêvant sans doute de quelque maelstrom imaginaire, augmentait le trouble où m'avait jeté la vue du flotteur de Liège, en semblant l'entraîner à toute vitesse sur des étendues silencieuses du ciel reflété. Presque vertical, il paraissait prêt à plonger, et déjà je me demandais si, sans tenir compte du désir et de la crainte que j'avais de la connaître, je n'avais pas le devoir de faire prévenir mademoiselle Swann que le poisson mordait. Quand il me fallut rejoindre en courant mon père et mon grand-père qui m'appelaient, étonnés que je ne les eusse pas suivis dans le petit chemin qui monte vers les champs et où ils s'étaient engagés. Je le trouvais tout bourdonnant de l'odeur des aubépines. La haie formait comme une suite de chapelles qui disparaissaient sous la jonchée de leurs fleurs amoncelées en reposoir. Au-dessous d'elle, le soleil posait à terre un quadrillage de clarté, comme s'il venait de traverser une verrière. Leur parfum s'étendait aussi onctueux, aussi délimité en sa forme que si j'eusse été devant l'autel de la Vierge, et les fleurs, aussi parées, tenaient chacune d'un air distrait son étincelant bouquet, d'étamines fines et rayonnantes, nervures de style flamboyant comme celles qui, à l'église, ajouraient la rampe du jubé ou les meneaux du vitrail et qui s'épanouissaient en blanches clairs de fleurs de fraisier. Vous voyez, là, pour le coup, cette phrase n'était pas évidente à prononcer, pas très fluide, une musicalité pas évidente. Donc, vous voyez, ça s'entend vite lorsque la phrase est un ton en dessous, je trouve, de la fluidité, de la musicalité, de la beauté, de l'enchaînement assez facile par rapport aux autres. Je trouvais que celle-là était... Je ne vais pas critiquer Proust, évidemment, parce que j'en serais incapable de faire ce qu'il fait, mais je trouve qu'elle est un peu en dessous quand même, du niveau des autres. Combien naïve et paysanne, en comparaison sembleraient les églantines qui, dans quelques semaines, monteraient elles aussi en plein soleil le même chemin rustique, en la soie unie de leur corsage rougissant qu'un souffle défait. Mais j'avais beau rester devant les aubépines à respirer, à porter devant ma pensée qui ne savait ce qu'elle devait en faire, à perdre, à retrouver leur invisible et fixe odeur, à m'unir au rythme qui jetait leurs fleurs, ici et là, avec une allégresse juvénile et à des intervalles inattendus comme certains intervalles musicaux, elle m'offrait indéfiniment la même charme avec une profusion inépuisable, mais sans me le laisser approfondir davantage, comme ces mélodies qu'on rejoue 100 fois de suite sans descendre plus avant dans leur secret. Je me détournai d'elles un moment, pour les aborder ensuite avec des forces plus fraîches. Je poursuivais jusque sur le talus qui, derrière la haie, montait en pente raide vers les champs, quelques coquelicots perdus, quelques bluets restés paresseusement en arrière, qui le découvraient çà et là de leurs fleurs comme la bordure d'une tapisserie où apparaît clairsemé le motif agreste qui triomphera sur le panneau. Rares encore, espacés comme les maisons isolées qui annoncent déjà l'approche d'un village, ils m'annonçaient l'immense étendue où déferlent les blés, où moutonnent les nuages, et la vue d'un seul coquelicot hissant au bout de son cordage et faisant cingler au vent sa flamme rouge, au-dessus de sa bouée graisseuse et noire, me faisait battre le cœur comme au voyageur qui aperçoit sur une terre basse une première barque échouée que répare un calfat, et s'écrie, avant de l'avoir encore vue, « Ah, la mer !» Puis,
Je revenais devant les aubépines, comme devant ces chefs-d'œuvre dont on croit qu'on saura mieux les voir quand on a cessé un moment de les regarder. Mais j'avais beau me faire un écran de mes mains pour n'avoir qu'elles sous les yeux, le sentiment qu'elles éveillaient en moi restait obscur et vague, cherchant en vain à se dégager, à venir adhérer à leurs fleurs. Elles ne m'aidaient pas à l'éclaircir, et je ne pouvais demander à d'autres fleurs de le satisfaire. Alors, me donnant cette joie que nous éprouvons quand nous voyons de notre peintre préféré une œuvre qui diffère de celle que nous connaissions, ou bien si l'on nous mène devant un tableau dont nous n'avons vu jusque-là qu'une esquisse au crayon, si un morceau entendu seulement au piano nous apparaît ensuite revêtu des couleurs de l'orchestre, mon grand-père m'appelant et me désignant la haie de Tansonville me dit: Toi qui aimes les aubépines, regarde un peu cette épine rose, elle est jolie. En effet, c'était une épine, mais rose, plus belle encore que les blanches. Elle aussi avait une parure de fête, de ces seules vraies fêtes que sont les fêtes religieuses, puisqu'un caprice contingent ne les applique pas comme les fêtes mondaines à un jour quelconque qui ne leur est pas spécialement destiné, qui n'a rien d'essentiellement férié. Mais une parure plus riche encore, car les fleurs attachées sur la branche, les unes au-dessus des autres, de manière à ne laisser aucune place qui ne fût décorée, comme des pompons qui enguirlandent une houlette rococo, étaient en couleur, par conséquent d'une qualité supérieure selon l'esthétique de Combray, si l'on en jugeait par l'échelle des prix dans le magasin de la place ou chez Camus, où étaient plus chers ceux des biscuits qui étaient roses. Moi-même, j'appréciais plus le fromage à la crème rose, celui où on m'avait permis d'écraser des fraises. Et justement, ces fleurs avaient choisi une de ces teintes de choses mangeables ou de tendre embellissement à une toilette pour une grande fête qui, parce qu'elles leur présentent la raison de leur supériorité, sont celles qui semblent belles avec le plus d'évidence aux yeux des enfants, et à cause de cela, gardent toujours pour eux quelque chose de plus vif et de plus naturel que les autres teintes, même lorsqu'ils ont compris qu'elles ne promettent rien à leur gourmandise et n'avaient pas été choisies par la couturière. Et certes, je l'avais tout de suite senti, comme devant les épines blanches, mais avec plus d'émerveillement, que ce n'était pas factissement, par un artifice de fabrication humaine, qui était traduite l'intention de festivité dans les fleurs, mais que c'était la nature qui spontanément l'avait exprimée avec la naïveté d'une commerçante de village traversant pour un reposoir, en surchargeant l'arbuste de ses rosettes d'un ton trop tendre et d'un pompadour provincial. Au haut des branches, comme autant de ces petits rosiers au pot caché dans des papiers en dentelle, dont aux grandes fêtes on faisait rayonner sur l'autel les minces fusées, pullulaient 1000 petits boutons d'une teinte plus pâle qui, en s'en trouvant, laissaient voir, comme au fond d'une coupe de marbre rose, de rouge sanguine, et trahissaient plus encore que les fleurs l'essence particulière, irrésistible de l'épine, qui, partout où elle bourgeonnait, où elle allait fleurir, ne le pouvait qu'en rose, intercalé dans la haie, mais aussi différent d'elle qu'une jeune fille en robe de fête au milieu de personnes en négligé qui resteront à la maison, tout prêt pour le mois de Marie dont il semblait faire partie déjà, tel brillait en souriant dans sa fraîche toilette rose l'arbuste catholique et délicieux. La haie laissait voir à l'intérieur du parc une allée bordée de jasmin, de pensées et de verveines entre lesquelles des giroflées ouvraient leurs bourses fraîches, du rose odorant et passé d'un cuir ancien de Cordoue, tandis que sur le gravier, un long tuyau d'arrosage peint en vert, déroulant ses circuits, dressait au point où il était percé au-dessus des fleurs dont il inhibait les parfums l'éventail vertical et prismatique de ces gouttelettes multicolores. Tout à coup, je m'arrêtai. Je ne pus plus bouger. Comme il arrive quand une vision ne s'adresse pas seulement à nos regards, mais requiert des perceptions plus profondes et dispose de notre être tout entier. Une fillette d'un blond roux, qui avait l'air de rentrer de promenade et tenait à la main une bêche de jardinage, nous regardait, levant son visage semé de taches roses. Ses yeux noirs brillaient, et comme je ne savais pas alors, ni ne l'ai appris depuis, réduire en ces éléments objectifs une impression forte, comme je n'avais pas, ainsi qu'on dit, assez d'esprit d'observation pour dégager la notion de leur couleur pendant longtemps, chaque fois que je repensais à elle, le souvenir de leur éclat se présentait aussitôt à moi comme celui d'un vif azur, puisqu'elle était blonde. De sorte que peut-être si elle n'avait pas eu des yeux aussi noirs, ce qui frappait tant la première fois qu'on la voyait, je n'aurais pas été, comme je le fus, plus particulièrement amoureux, en elle, de ses yeux bleus. Du seul fait qu'elle est blonde, en fait, il est convaincu qu'elle a des yeux bleus. C'est étonnant, et je suis sûr que ça vous arrive déjà également à vous. Je la regardais d'abord de ce regard qui n'est pas que le porte-parole des yeux, mais à la fenêtre duquel se penchent tous les sens, anxieux et pétrifiés. Le regard qui voudrait toucher, capturer, amener le corps qu'il regarde et l'âme avec lui. Puis, tant j'avais peur que d'une seconde à l'autre, mon grand-père et mon père, apercevant cette jeune fille, me fissent éloigner en me disant de courir un peu devant eux, d'un second regard, inconsciemment supplicateur, qui tâchait de la forcer à faire attention à moi, à me faire connaître.
Elle jeta en avant et de côté ses pupilles pour prendre connaissance de mon grand-père et de mon père. Et sans doute, l'idée qu'elle en rapporta fut celle que nous étions ridicules, car elle se détourna, et d'un air indifférent et dédaigneux se plaça de côté pour épargner à son visage d'être dans leur champ visuel. Et tandis que, continuant à marcher, et ne l'ayant pas aperçu, il m'avait dépassé, elle laissa ses regards filer de toute leur longueur dans ma direction, sans expression particulière, sans avoir l'air de me voir, mais avec une fixité et un sourire dissimulés que je ne pouvais interpréter d'après les notions que l'on m'avait données sur la bonne éducation, que comme une preuve d'outrageant mépris. Et sa main esquissait en même temps un geste indécent auquel, quand il était adressé en public à une personne qu'on ne connaissait pas, le petit dictionnaire de civilité que je portais en moi ne donnait qu'un seul sens, celui d'une intention insolente. Alors, Gilberte, viens. Qu'est-ce que tu fais? Cria d'une voix perçante et autoritaire une dame en blanc que je n'avais pas vue, et à quelque distance de laquelle un monsieur habillé de coutilles et que je ne connaissais pas fixait sur moi des yeux qui lui sortaient de la tête. Et cessant brusquement de sourire, la petite fille, que Gilberte, prit sa bêche et s'éloigna sans se retourner de mon côté, d'un air docile, impénétrable et sournois. Ainsi passa près de moi ce nom de Gilberte, donné comme un talisman qui me permettrait peut-être de retrouver un jour celle dont il venait de faire une personne et qui, l'instant d'avant, n'était qu'une image incertaine. Ainsi passa-t-il, proféré au-dessus des jasmins et des giroflées, aigre et frais comme les gouttes de l'arrosoir vert, imprégnant, irisant la zone d'air pur qu'il avait traversée, et qui l'isolait, du mystère de la vie de celle qu'il désignait pour les êtres heureux qui vivent, qui voyageaient avec elle, déployant sous l'épinier rose, à hauteur de mon épaule, la quintessence de leur familiarité, pour moi si douloureuse, avec elle, avec l'inconnu de sa vie, où je n'entrerai pas. Un instant, tandis que nous nous éloignons et que mon grand-père murmurait, ce pauvre Swann, quel rôle ils lui font jouer. On le fait partir pour qu'elle reste seule avec son Charlus, car c'est lui, je l'ai reconnu, et cette petite, mêlée à toute cette infamie. L'impression laissée en moi par le ton despotique avec lequel la mère de Gilberte lui avait parlé, sans qu'elle répliquât, en me la montrant comme forcée d'obéir à quelqu'un, comme n'étant pas supérieure à tout, calma un peu ma souffrance, me rendit quelque espoir et diminua mon amour. Mais bien vite, cet amour s'éleva de nouveau en moi comme une réaction par quoi mon cœur humilié voulait se mettre de niveau avec Gilberte ou l'abaisser jusqu'à lui. Je l'aimais. Je regrettais de ne pas avoir eu le temps et l'inspiration de l'enfoncer, de lui faire mal et de la forcer à se souvenir de moi. Je la trouvais si belle que j'aurais voulu pouvoir revenir sur mes pas pour lui crier en haussant les épaules « Comme je vous trouve laide, grotesque, comme vous me répugnez !» Cependant, je m'éloignai, emportant pour toujours, comme premier type d'un bonheur inaccessible aux enfants de mon espèce de par des lois naturelles impossibles à transgresser, l'image d'une petite fille rousse, à la peau semée de taches roses, qui tenait une bêche et qui riait en laissant filer sur moi de longs regards sournois et inexpressifs. Et déjà le charme dont son nom avait encensé cette place sous les épines roses où il avait été entendu ensemble par elle et par moi, allait gagner, enduire, embaumer tout ce qui l'approchait, ses grands-parents que les miens avaient eu l'ineffable bonheur de connaître, la sublime profession d'agent de change, le douloureux quartier des Champs-Élysées qu'elle habitait à Paris. Léonie, dit mon grand-père en rentrant, j'aurais voulu t'avoir avec nous tantôt. Tu ne reconnaîtrais pas Tansonville. Si j'avais osé, je t'aurais coupé une branche de ces épines roses que tu aimais tant. Mon grand-père racontait ainsi notre promenade à ma tante Léonie, soit pour la distraire, soit qu'on n'eût pas perdu tout espoir d'arriver à la faire sortir. Or, elle aimait beaucoup autrefois cette propriété. Et d'ailleurs, les visites de Swann avaient été les dernières qu'elle avait reçues, alors qu'elle fermait déjà sa porte à tout le monde. Et de même que quand il venait maintenant prendre de ses nouvelles, elle était la seule personne de chez nous qu'il demandait encore à voir, elle lui faisait répondre qu'elle était fatiguée, mais qu'elle le laisserait entrer la prochaine fois. De même, elle dit ce soir-là, oui, un jour qu'il fera beau, j'irai en voiture jusqu'à la porte du parc. C'est sincèrement qu'elle le disait. Elle eût aimé revoir Swann et Tansonville, mais le désir qu'elle en avait suffisait à ce qu'il lui restait de force. Sa réalisation les eût excédés. Quelquefois, le beau temps lui rendait un peu de vigueur. Elle se levait, s'habillait. La fatigue commençait avant qu'elle fût passée dans l'autre chambre, et elle réclamait son lit. Ce qui avait commencé pour elle, plutôt seulement que cela n'arrive d'habitude, c'est ce grand renoncement de la vieillesse qui se prépare à la mort, s'enveloppe dans sa chrysalide, et qu'on peut observer à la fin des vies qui se prolongent tard, même entre les anciens amants qui se sont le plus aimés, entre les amis unis par les liens les plus spirituels et qui, à partir d'une certaine année, cessent de faire le voyage ou la sortie nécessaire pour se voir, cessent de s'écrire, et savent qu'ils ne communiqueront plus en ce monde. Ma tante devait parfaitement savoir qu'elle ne reverrait pas Swann,
qu'elle ne quitterait plus jamais la maison. Mais cette réclusion définitive devait lui être rendue assez aisée pour la raison même qui, selon nous, aurait dû la lui rendre douloureuse. C'est que cette réclusion lui était imposée par la diminution qu'elle pouvait constater chaque jour dans ses forces et qui, en faisant de chaque action, de chaque mouvement, une fatigue, sinon une souffrance, donnait pour elle à l'inaction, à l'isolement, au silence, la douceur réparatrice et bénie du repos. Ma tante n'alla pas voir la haie d'épines roses, mais à tout moment je demandais à mes parents si elle n'irait pas. Si autrefois, elle allait souvent à Tansonville, tâchant de les faire parler des parents et grands-parents de mademoiselle Sun qui me semblaient grands comme des dieux. Ce nom, devenu pour moi presque mythologique de Swann, quand je causais avec mes parents, je languissais du besoin de le leur entendre dire, je n'osais pas le prononcer moi-même, mais je l'entraînais sur des sujets qui avoisinaient Jalibert et sa famille, qui la concernaient, où je ne me sentais pas exilé trop loin d'elle. Et je contraignais tout d'un coup mon père, en feignant de croire par exemple que la charge de mon grand-père avait été déjà avant lui dans notre famille, ou que la haie d'épines roses que voulait voir ma tante Léonie se trouvait en terrain communal, à rectifier mon assertion, à me dire, comme malgré moi, comme de lui-même, mais non, cette charge-là était au père de Swann, cette haie fait partie du parc de Swann. Alors j'étais obligé de reprendre ma respiration, tant, en se posant sur la place où il était toujours écrit en moi, pesait à m'étouffer ce nom qui, au moment où je l'entendais, me paraissait plus plein que tout autre, parce qu'il était lourd de toutes les fois où d'avance je l'avais mentalement proféré. Il me causait un plaisir que j'étais confus d'avoir osé réclamer à mes parents, car ce plaisir était si grand qu'il avait dû exiger d'eux, pour qu'ils me le procurassent, beaucoup de peine et sans compensation, puisqu'il n'était pas un plaisir pour eux. Aussi je détournais la conversation par discrétion, par scrupule aussi. Toutes les séductions singulières que je mettais dans ce nom de Swann, je les retrouvais en lui dès qu'il le prononçait. Il me semblait alors tout d'un coup que mes parents ne pouvaient pas ne pas les ressentir, qu'ils se trouvaient placés à mon point de vue, qu'ils apercevaient à leur tour, absolvaient, épousaient mes rêves, et j'étais malheureux comme si je les avais vaincus et dépravés. Cette année-là, quand un peu plus tôt que d'habitude, mes parents eurent fixé le jour de rentrer à Paris, le matin du départ, comme on m'avait fait friser pour être photographié, coiffé avec précaution, un chapeau que je n'avais encore jamais mis, et revêtir une douillette de velours, après m'avoir cherché partout, ma mère me trouva en larmes dans le petit raidillon contigu à Tansonville, en train de dire adieu aux aubépines, entourant de mes bras les branchées piquantes, et, comme une princesse de tragédie à qui pèseraient ses 20 ornements, ingrat envers l'importune main qui, en formant tous ses nœuds, avait pris soin sur mon front d'assembler mes cheveux, foulant aux pieds mes papillotes arrachées et mon chapeau neuf. Ma mère ne fut pas touchée par mes larmes, mais elle ne put retenir un cri à la vue de la coiffe défoncée et de la douillette perdue. Je ne l'entendis pas. Oh, mes pauvres petites aubépines, disais-je en pleurant, ce n'est pas vous qui voudriez me faire du chagrin, me forcer à partir. Vous ne m'avez jamais fait de peine. Aussi je vous aimerai toujours. Et essuyant mes larmes, je leur promettais, quand je serais grand, de ne pas imiter la vie insensée des autres hommes, et même à Paris, les jours de printemps, au lieu d'aller faire des visites et écouter des niaiseries, de partir dans la campagne, voir les premières aubépines. Une fois dans les champs, on ne les quittait plus pendant tout le reste de la promenade qu'on faisait du côté de Méséglise. Ils étaient perpétuellement parcourus, comme par un cheminot invisible, par le vent qui était pour moi le génie particulier de Combray. Chaque année, le jour de notre arrivée, pour sentir que j'étais bien à Combray, je montais le retrouver qui courait dans les rayons et me faisant courir à sa suite. On avait toujours le vent à côté de soi du côté de mes églises, sur cette plaine bombée où pendant des lieues il ne rencontre aucun accident de terrain. Je savais que mademoiselle Swann allait souvent à Long passer quelques jours, et après que ce fût à plusieurs lieues, la distance se trouvant compensée par l'absence de tout obstacle, quand par les chauds après-midi je voyais un même souffle venu de l'extrême horizon abaisser les blés les plus éloignés, se propager comme un flot sur toute l'immense étendue et venir se coucher, murmurant et tiède, parmi les sainfoins et les trèfles, à mes pieds, cette plaine qui nous était commune à tous deux semblait nous rapprocher, nous unir. Je pensais que ce souffle avait passé auprès d'elle, que c'était quelque message d'elle qu'il me chuchotait sans que je pusse le comprendre, et je l'embrassai au passage. À gauche était un visage qui s'appelait Champieux, Campus Pagani selon le curé. Sur la droite, on apercevait par-delà les blés les deux clochers ciselés et rustiques de Saint-André-des-Champs, eux-mêmes effilés, écailleux, imbriqués d'alvéoles, guillochés, jaunissants et grumuleux comme deux épis. À intervalles symétriques, au milieu de l'inimitable ornementation de leurs fouilles qu'on ne peut confondre avec la feuille d'aucun autre arbre fruitier, les pommiers ouvraient leurs larges pétales de satin blanc ou suspendaient les timides bouquets de leurs rougissants boutons. C'est du côté de mes églises que j'ai remarqué pour la première fois l'ombre ronde que les pommiers font sur la terre ensoleillée, et aussi ces soies d'or impalpables que le couchant tisse obliquement sous les feuilles,
et que je voyais mon père interrompre de sa canne sans les faire jamais défier. Parfois, dans le ciel de l'après-midi, passait la lune blanche comme une nuée, furtive, sans éclat, comme une actrice dont ce n'est pas l'heure de jouer et qui, de la salle, en toilette de ville, regarde un moment ses camarades, effarants, ne voulant pas qu'on fasse attention à elle. J'aimais à retrouver son image dans des tableaux et dans des livres, mais ses œuvres d'art étaient bien différentes, du moins pendant les premières années, avant que Bloch eût accoutumé mes yeux et ma pensée à des harmonies plus subtiles, de celles où la lune me paraîtrait belle aujourd'hui et où je ne l'eusse pas reconnue alors. C'était par exemple quelques romans de Saintine, un paysage de clair, où elle découpe nettement sur le ciel une faucille d'argent, de ses œuvres naïvement incomplètes comme étaient mes propres impressions, et que les sœurs de ma grand-mère s'indignaient de me voir aimer. Elle pensait qu'on doit mettre devant les enfants, et qui font preuve de goût en aimant d'abord, les œuvres que parvenus à la maturité on admire définitivement. C'est sans doute qu'elle se figurait les mérites esthétiques comme des objets matériels qu'un ciel ouvert ne peut faire autrement que de percevoir sans avoir eu besoin d'en mûrir lentement des équivalents dans son propre cœur. C'est du côté de Méséglise, à Montjouvin, maison située au bord d'une grande mare et adossée à un talus buissonneux que demeurait monsieur Vinteuil. Aussi croisait-on souvent sur la route sa fille, conduisant un buggy à toute allure. À partir d'une certaine année, on ne la rencontra plus seule, mais avec une amie plus âgée, qui avait mauvaise réputation dans le pays, et qui un jour s'installa définitivement à Montjouvin. On disait, faut-il que ce pauvre monsieur Vinteuil soit aveuglé par la tendresse pour ne pas savoir que ce qu'on raconte, et permette à sa fille, lui qui se scandalise d'une parole déplacée, de faire vivre sous son toit une femme pareille, il dit que c'est une femme supérieure, un grand cœur, et qu'elle aurait eu cette disposition extraordinaire pour la musique si elle les avait cultivées. Il peut être sûr que ce n'est pas de musique qu'elle occupe avec sa fille. Monsieur Vinteuil le disait, et il est en effet remarquable combien une personne excite toujours d'admiration pour ses qualités morales chez les parents de toute autre personne avec qui elle a des relations charnelles. L'amour physique, si injustement décrié, force tellement tout être à manifester jusqu'au moindre partiel qui possède de bonté, d'abandon de soi, qu'elle resplendisse jusqu'aux yeux de l'entourage immédiat. Le docteur Percepied, à qui sa grosse voix et ses gros sourcils permettaient de tenir tant qu'il voulait le rôle de perfide dont il n'avait pas le physique, sans compromettre en rien sa réputation inébranlable et imméritée de bourru bienfaisant, savait faire rire aux larmes le curé et tout le monde en disant d'un ton rude « Eh bien, il fallait qu'elle fait de la musique avec son amie, madame Vinteuil. Ça a l'air de vous étonner, moi je sais pas. C'est le père Vinteuil qui m'a encore dit ça hier. Après tout, elle a bien le droit d'aimer la musique, cette fille. Moi, je ne puis pas contrarier les vocations artistiques des enfants. Vinteuil non plus, ce qui paraît. Et puis lui aussi, il fait de la musique avec l'ami de sa fille. Ah, sapristi, on en fait une musique dans cette boîte-là. Mais qu'est-ce que vous avez à rire? Mais ils font trop de musique, ces gens. L'autre jour, j'ai rencontré le père Vinteuil près des cimetières. Il ne tenait pas sur ses jambes. Pour ceux qui, comme nous, virent à cette époque M. Vinteuil éviter les personnes qu'il connaissait, se détourner quand il les apercevait, vieillir en quelques mois, s'absorber dans son chagrin, devenir incapable de tout effort qui n'avait pas directement le bonheur de sa fille pour but, passer des journées entières devant la tombe de sa femme, il eût été difficile de ne pas comprendre qu'il était en train de mourir de chagrin. Et de supposer qu'il ne se rendait pas compte des propos qui couraient, il les connaissait, peut-être même y ajoutait-il foi. Il n'est peut-être pas une personne si grande que soit sa vertu que la complexité des circonstances ne puisse amener à vivre un jour dans la familiarité de vices qu'elle condamne le plus formellement, sans qu'elle le reconnaisse d'ailleurs tout à fait sous le déguisement de faits particuliers qu'il revêt pour entrer en contact avec elle et la faire souffrir. Paroles bizarres, attitude inexplicable, un certain soir de tel être qu'elle a par ailleurs tant de raisons pour aimer. Mais pour un homme comme M. Vinteuil, il devait entrer bien plus de souffrance que pour un autre dans la résignation à une de ces situations qu'on croit à tort être l'apanage exclusif du monde de la bohème. Elles se produisent chaque fois qu'a besoin de se réserver la place et la sécurité qui lui sont nécessaires. Un vice que la nature elle-même fait épanouir chez un enfant, parfois rien qu'en mêlant les vertus de son père et de sa mère, comme la couleur de ses yeux. Mais de ce que M. Vinteuil connaissait peut-être la conduite de sa fille, il ne s'ensuit pas que son culte pour elle en eût été diminué. Les faits ne pénètrent pas dans le monde où vivent nos croyances. Ils n'ont pas fait naître celles-ci, ils ne les détruisent pas. Ils peuvent leur infliger les plus constants démentis sans les affaiblir, et une avalanche de malheurs ou de maladies se succédant sans interruption dans une famille ne la fera pas douter de la bonté de son Dieu ou du talent de son médecin. Mais quand M. Vinteuil songeait à sa fille, et à lui-même du point de vue du monde, du point de vue de leur réputation, quand il cherchait à se situer avec elle au rang qu'ils occupaient dans l'estime générale, alors ce jugement d'ordre social, il le portait exactement comme lui fait l'habitant de Combray qui lui était le plus hostile. Il se voyait avec sa fille dans le dernier bas-fond, et ses manières en avaient reçu depuis peu cette humilité, ce respect pour ceux qui se trouvaient au-dessus de lui et qu'il voyait d'en bas, eussent-ils été fort au-dessous de lui juste là. Cette tendance à chercher à remonter jusqu'à eux, qui est une résultante presque mécanique de toutes les déchéances.
Un jour que nous marchions avec Swann dans une rue de Combray, monsieur Vinteuil, qui débouchait d'une autre, s'était trouvé trop brusquement en face de nous pour avoir le temps de nous éviter. Et Swann, avec cette orgueilleuse charité de l'homme du monde, qui au milieu de la dissolution de tous ses préjugés moraux, ne trouve dans l'infamie d'autrui qu'une raison d'exercer avec lui une bienveillance dans les témoignages, chatouille d'autant plus l'amour-propre de celui qui les donne, qu'il les sent plus précieux à celui qui les reçoit, avait longuement causé avec monsieur Vinteuil, à qui jusque-là il n'adressait pas les paroles, et il lui avait demandé avant de nous quitter s'il n'enverrait pas un jour sa fille jouer à Tansonville. C'était une invitation qui, il y a 2 ans, eût indigné M. Vinteuil, mais qui maintenant le remplissait de sentiments si reconnaissants qu'il se croyait obligé par eux à ne pas avoir l'indiscrétion de l'accepter. L'amabilité de Swann envers sa fille lui semblait être en soi-même un appui si honorable et si délicieux qu'il pensait qu'il valait peut-être mieux ne pas s'en servir pour avoir la douceur toute platonique de la conserver. Quel homme exquis, nous dit-il, quand Swann nous eut quittés, avec la même enthousiaste vénération qui tient de spirituelle et jolie bourgeoise en respect et sous le charme d'une duchesse, fût-elle laide et sotte. Quel homme exquis! Quel malheur qu'il ait fait un mariage tout à fait déplacé! Et alors, tant les gens les plus sincères sont mêlés d'hypocrisie et dépouillent en causant avec une personne l'opinion qu'ils ont d'elle et expriment dès qu'elle n'est plus là, mes parents déplorèrent avec M. Vinteuil le mariage de Swann, au nom de principes et de convenances auxquels, par cela même qu'ils les invoquaient en commun avec lui, en braves gens de même acabit, ils avaient l'air de ne sous-entendre qu'ils n'étaient pas convenus à Montjouvin. M. Vinteuil n'envoya pas sa fille chez Swann. Et celui-ci fut le premier à le regretter, car chaque fois qu'il venait de quitter M. Vinteuil, il se rappelait qu'il avait depuis quelque temps un renseignement à lui demander sur quelqu'un qui portait le même nom que lui, un de ses parents, croyait-il. Et cette fois-là, il s'était bien promis de ne pas oublier ce qu'il avait à lui dire, quand M. Vinteuil enverrait sa fille à Tansonville. Comme la promenade du côté de Méséglise était la moins longue des deux que nous faisions autour de Combray, et qu'à cause de cela, on la réservait pour les temps incertains, le climat du côté de Méséglise était assez pluvieux, et nous ne perdions jamais de vue la lisière des bois de Roussainville dans l'épaisseur desquels nous pourrions nous mettre à couvert. Souvent, le soleil se cachait derrière une nuée qui déformait son ovale et dont il jaunissait la bordure. L'éclat, mais non la clarté, était enlevé à la campagne où toute vie semblait suspendue, tandis que le petit village de Roussainville sculptait sur le ciel le relief de ses arêtes blanches avec une précision et un fini accablant. Un peu de vent faisait envoler un corbeau qui retombait dans le lointain, et contre le ciel blanchissant, le lointain des bois paraissait plus bleu, comme peint dans ces camailleux qui décorent les trumeaux des anciennes demeures. Mais d'autres fois se mettait à tomber la pluie, dont nous avait menacé le capucin que l'opticien avait à sa devanture. Les gouttes d'eau, comme des oiseaux migrateurs qui prennent leur vol tous ensemble, descendaient à rangs pressés du ciel. Elles ne se séparent point, elles ne vont pas à l'aventure pendant la rapide traversée, mais chacune tenant sa place, attire à elle celle qui la suit, et le ciel en est plus obscurci qu'au départ des hirondelles. Nous nous réfugions dans le bois. Quand leur voyage semblait fini, quelques-unes, plus débiles, plus lentes, arrivaient encore. Mais nous ressortions de notre abri car les gouttes se plaisent au feuillage, et la terre était déjà presque séchée que plus d'une s'attardait à louer sur les nervures d'une feuille, et suspendue à la pointe, reposée, brillante au soleil, tout d'un coup se laissait glisser de toute la hauteur de la branche et nous tomber sur le nez. Souvent aussi nous allions nous abriter, pêle-mêle, avec les saints et les patriarches de pierre sous le porche de Saint-André-des-Champs. Que cette église était française. Au-dessus de la porte, les saints, les rois chevaliers, une fleur de lys à la main, des scènes de noces et de funérailles étaient représentés comme ils pouvaient l'être dans l'âme de Françoise. Le sculpteur avait aussi narré certaines anecdotes relatives à Aristote et à Virgile, de la même façon que Françoise à la cuisine parlait volontiers de Saint-Louis, comme si elle l'avait personnellement connu, et généralement pour faire honte par la comparaison à mes grands-parents moins injustes. On sentait que les notions que l'artiste médiéval et la paysanne médiévale, survivant au XIXe siècle, avaient de l'histoire ancienne ou chrétienne, et qui se distinguaient par autant d'inexactitude que de bonhomie, ils ne tenaient non des livres, mais d'une tradition à la fois antique et directe, ininterrompue, orale, déformée, méconnaissable et vivante. Une autre personnalité de Combray que je reconnaissais aussi, virtuelle et prophétisée, dans la sculpture gothique de Saint-André-des-Champs, c'était le jeune Théodore, le garçon de chez Camus. François sentait d'ailleurs si bien en lui un pays incontemporain que quand ma tante Léonie était trop malade pour que Françoise pût suffire à la retourner dans son lit, à la porter dans son fauteuil, plutôt que de laisser la fille de cuisine monter le fer, bien voir de ma tante, elle appelait Théodore. Or, ce garçon, qui passait, et avec raison, pour si mauvais sujet, était tellement rempli de l'âme qui avait décoré Saint-André-des-Champs, et notamment des sentiments de respect que Françoise trouvait dus au pauvre malade, à sa pauvre maîtresse, qu'il avait, pour soulever la tête de ma tante sur son oreiller, la mine naïve et zélée des petits anges des bas-reliefs, s'empressant,
un cierge à la main, autour de la Vierge défaillante, comme si les visages de pierre sculptés, grisâtres et nus, ainsi que sont les bois en hiver, n'étaient qu'un ensommeillement, qu'une réserve, prête à refleurir dans la vie un innombrable visage populaire, révérend et futé comme celui de Théodore, enluminé de la rougeur d'une pomme mûre. Non plus appliqué à la pierre comme ces petits anges, mais détaché du porche, d'une stature plus qu'humaine, debout sur un socle comme sur un tabouret qui lui évita de poser ses pieds sur le sol humide, une sainte avait les joues pleines, le sein ferme, et qui gonflait la draperie comme une grappe mûre dans un sac de crin, le front étroit, le nez court et mutin, les prunelles enfoncées, l'air valide, insensible et courageux des paysannes de la contrée. Cette ressemblance, qui insinuait dans la statue une douceur que je n'y avais pas cherchée, était souvent certifiée par quelques filles des champs, venues comme nous le mettre à couvert, et dont la présence, pareille à celle de ces feuillages parlétaires qui ont poussé à côté des feuillages sculptés, semblait destinée à permettre, par une confrontation avec la nature, de juger de la vérité de l'œuvre d'art. Devant nous, dans le lointain, terre promise ou maudite, Roussainville, dans les murs duquel je n'avais jamais pénétré. Roussainville, tantôt, quand la pluie avait déjà cessé pour nous, continuait à être châtié comme un village de la Bible par toutes les lances de l'orage qui flagellaient obliquement les demeures de ses habitants, ou bien était déjà pardonné par Dieu le Père qui faisait descendre vers lui, inégalement longues, comme les rayons d'un ostensoir d'autel, les tiges d'or effrangées de son soleil reparu. Quelquefois, le temps était tout à fait gâté. Il fallait rentrer et rester enfermé dans la maison. Ça et là, au loin, dans la campagne que l'obscurité et l'humidité faisaient ressembler à la mer, des maisons isolées, accrochées au flanc d'une colline plongée dans la nuit et dans l'eau, brillaient comme des petits bateaux qui ont replié leurs voiles et sont immobiles au large pour toute la nuit. Mais qu'importait la pluie, qu'importait l'orage. L'été, le mauvais temps n'est qu'une humeur passagère, superficielle, du beau temps sous-jacent et fixe, bien différent du beau temps instable et fluide de l'hiver et qui, au contraire, installé sur la terre où il s'est solidifié en denses feuillages sur lesquels la pluie peut s'égoutter sans compromettre la résistance de leur permanente joie, a hissé pour toute la saison, jusque dans les rues du village, aux murs des maisons et des jardins, ces pavillons de soie violette ou blanche. Assis dans le petit salon où j'attendais l'heure du dîner en lisant, j'entendais l'eau dégoûtée de nos marronniers, mais je savais que l'averse ne faisait que vernir leurs feuilles et qu'ils promettaient de demeurer là, comme des gages de l'été, toute la nuit pluvieuse, à assurer la continuité du beau temps, qu'il avait beau pleuvoir demain, au-dessus de la barrière blanche de Tansonville, ondulée, aussi nombreuse de petites feuilles en forme de cœur, et c'est sans tristesse que j'apercevais le peuplier de la rue des Perchamps adresser à l'orage des supplications et des salutations désespérées. C'est sans tristesse que j'entendais au fond du jardin les derniers roulements du tonnerre roucouler dans les îlas. Si le temps était mauvais dès le matin, mes parents renonçaient à la promenade et je ne sortais pas. Mais je pris ensuite l'habitude d'aller, ces jours-là, marcher seul du côté de Méséglise-la-Vineuse, dans l'automne où nous dûmes venir à Combray pour la succession de ma tante Léonie, car elle était enfin morte, faisant triompher à la fois ceux qui prétendaient que son régime affaiblissant finirait par les tuer, et non moins les autres qui avaient toujours soutenu qu'elle souffrait d'une maladie non pas imaginaire mais organique, à l'évidence de laquelle les sceptiques seraient bien obligés de se rendre quand elle y aurait succombé. Et ne causant pas sa mort de grande douleur qu'à un seul être, mais à celui-là sauvage. Pendant les 15 jours que dura la dernière maladie de ma tante, Françoise ne la quitta pas un instant, ne se déshabilla pas, ne laissa personne lui donner aucun soin, et ne quitta son corps que quand il fut enterré. Alors nous comprîmes que cette sorte de crainte, où Françoise avait vécu des mauvaises paroles, des soupçons, des colères de ma tante, avait développé chez elle un sentiment que nous avions pris pour de la haine, et qui était de la vénération et de l'amour. Sa véritable maîtresse, aux décisions impossibles à prévoir, aux ruses difficiles à déjouer, au bon cœur facile à fléchir, sa souveraine, son mystérieux et tout-puissant monarque n'était plus. À côté d'elle, nous comptions pour bien peu de choses. Il était loin le temps où, quand nous avions commencé à venir passer nos vacances à Combray, nous possédions autant de prestige que ma tante aux yeux de Françoise. Cet automne-là, tout occupé des formalités à remplir, des entretiens avec les notaires et avec les fermiers, mes parents, n'ayant guère de loisirs pour faire des sorties que le temps d'ailleurs contrarié, prirent l'habitude de me laisser aller me promener sans eux, du côté de Méséglise, enveloppé dans un grand plaid qui me protégeait contre la pluie et que je jetais d'autant plus volontiers sur mes épaules que je sentais que mes rayures écossaises scandalisaient Françoise,
dans l'esprit de qui on aurait pu faire entrer à l'idée que la couleur des vêtements n'a rien à faire avec le deuil, et à qui d'ailleurs le chagrin que nous avions de la mort de ma tante plaisait peu, parce que nous n'avions pas donné de grands repas funèbres, que nous ne prenions pas un son de voix spécial pour parler d'elle, que même parfois je chantonnais. Je suis sûr que dans un livre, et en cela j'étais bien moi-même comme Françoise, cette conception du deuil d'après la chanson de Roland et le portrait de Saint-André-des-Champs m'eût été sympathique. Mais dès que Françoise était auprès de moi, un démon me poussait à souhaiter qu'elle fût en colère. Je saisissais le moindre prétexte pour lui dire que je regrettais ma tante parce que c'était une bonne femme, malgré ses ridicules, mais nullement parce que c'était ma tante. Qu'elle eût pu être ma tante et me semblait odieuse, et sa mort ne me faire aucune peine, propos qui m'eussent semblé ineptes dans un livre. Si alors Françoise, remplie comme poète d'un flot de pensées confuses sur le chagrin, sur les souvenirs de famille, et s'excusait de ne pas savoir répondre à mes théories et disait je ne sais pas m'exprimer, je triomphais de cet aveu avec un bon sens ironique et brutal digne du docteur Percepied. Et si elle ajoutait, elle était tout de même de la parenthèse, il reste toujours le respect qu'on doit à sa parenthèse. Je haussais les épaules et je me disais, bah, je suis bien bon de discuter avec une illettrée qui fait des cuirs pareils. Adoptant ainsi pour juger Françoise le point de vue mesquin d'hommes dont ceux qui les méprisent le plus dans l'impartialité de la méditation sont fort capables de tenir le rôle quand ils jouent une des scènes vulgaires de la vie. Mes promenades de cet automne-là furent d'autant plus agréables que je les faisais après de longues heures passées sur un livre. Quand j'étais fatigué d'avoir lu toute la matinée dans la salle, jetant mon plaid sur mes épaules, je sortais. Mon corps, obligé depuis longtemps de garder l'immobilité, mais qui s'était chargé sur place d'animation et de vitesse accumulée, avait besoin ensuite, comme une toupie qu'on lâche, de les dépenser dans toutes les directions. Les murs des maisons, la haie de Tansonville, les arbres du bois de Roussainville, les buissons auxquels s'adosse Montjouvin recevaient des coups de parapluie ou de canne, entendaient des cris joyeux qui n'étaient les uns et les autres que des idées confuses qui m'exaltaient et qui n'ont pas atteint le repos dans la lumière pour avoir préféré à un lent et difficile éclaircissement le plaisir d'une dérivation plus aisée vers une issue immédiate. La plupart des prétendues traductions de ce que nous avons ressenti ne font ainsi que nous en débarrasser en le faisant sortir de chez nous sous une forme indistincte qui ne nous apprend pas à le connaître. Quand j'essaye de faire le compte de ce que je dois aux côtés de mes églises, des humbles découvertes dont il fut le cadre fortuit ou le nécessaire inspirateur, je me rappelle que c'est cet automne-là, dans une de ces promenades, près du talus broussailleux qui protège Montjouvin, que je fus frappé pour la première fois de ce désaccord entre nos impressions et leurs expressions habituelles. Après 1 heure de pluie et de vent contre lesquels j'avais lutté avec allégresse, comme j'arrivais au bord de la mare de Montjouvin, devant une petite cahute recouverte en tuiles où le jardinier M. Vinteuil serrait ses instruments de jardinage, le soleil venait de reparaître, et ses dorures lavées par l'averse reluisaient à neuf dans le ciel, sur les arbres, sur le mur de la cahute, sur son toit de tuiles encore mouillé, à la crête duquel se promenait une poule. Le vent qui soufflait tirait horizontalement les herbes folles qui avaient poussé dans la paroi du mur, et les plumes de duvet de la poule, qui les unes et les autres se laissaient filer au gré de son souffle jusqu'à l'extrémité de leur longueur, avec l'abandon de choses inertes et légères. Le toit de tuiles faisait dans la mare que le soleil rendait de nouveau réfléchissante une marbure rose à laquelle je n'avais encore jamais fait attention. Et voyant sur l'eau et la face du mur un pâle sourire répondre au sourire du ciel, je m'écriai dans mon enthousiasme en brandissant mon parapluie refermé « Zut, 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 zut !» Et en même temps, je sentis que mon devoir eût été de ne pas m'en tenir à ces mots opaques et de tâcher de voir plus clair dans mon ravissement. Et c'est à ce moment-là encore, grâce à un paysan qui passait l'air déjà d'être assez mauvaise humeur, qui le fut davantage quand il faillit recevoir mon parapluie dans la figure, et qui répondit sans chaleur à mes beaux temps, n'est-ce pas, il fait bon marché, que j'appris que les mêmes émotions ne se produisent pas simultanément dans un ordre préétabli chez tous les hommes. Plus tard, chaque fois qu'une lecture un peu longue m'avait mis en humeur de causer, le camarade à qui je brûlais d'adresser la parole venait justement de se livrer au plaisir de la conversation et désirait maintenant qu'on le laissât lire tranquille. Si je venais de penser à mes parents avec tendresse et de prendre les décisions les plus sages et les plus propres à leur faire plaisir, ils avaient employé le même temps à apprendre une peccadille que j'avais oubliée et qu'ils me reprochaient sévèrement au moment où je m'élançais vers eux pour les embrasser. Parfois, à l'exaltation que me donnait la solitude, s'en ajoutait une autre que je ne savais pas en partager nettement, causée par le désir de voir surgir devant moi une paysanne que je pourrais serrer dans mes bras. Né brusquement, et sans que j'eusse eu le temps de le rapporter exactement à sa cause, au milieu de pensées très différentes, le plaisir dont il était accompagné ne me semblait qu'un degré supérieur de celui qu'elle me donnait.
Je faisais un mérite de plus à tout ce qui était à ce moment-là dans mon esprit. Aux reflets roses du toit de tuile, aux herbes folles, au village de Roussainville où je désirais depuis longtemps aller, aux arbres de son bois, au clocher de son église, de cet émoi nouveau qui me les faisait seulement paraître plus désirables parce que je croyais que c'était eux qui le provoquaient, et qui semblaient ne vouloir que me porter vers eux plus rapidement, quand il enflait ma voile d'une brise puissante, inconnue et propice. Mais si ce désir qu'une femme apparut ajoutait pour moi au charme de la nature quelque chose de plus exaltant, les charmes de la nature en retour élargissaient ce que celui de la femme aurait eu de trop restreint. Il me semblait que la beauté des arbres, c'était encore la sienne et que l'âme de ces horizons du village de Roussainville, des livres que je lisais cette année-là, son baiser me la livrerait. Et mon imagination, en reprenant des forces au contact de ma sensualité se répandant dans tous les domaines de mon imagination, mon désir n'avait plus de limite. C'est qu'aussi, comme il arrive dans ces moments de rêverie au milieu de la nature, où l'action de l'habitude étant suspendue, nos notions abstraites des choses mises de côté, nous croyons d'une foi profonde à l'originalité, à la vie individuelle du lieu où nous nous trouvons. La passante qu'appelait mon désir ne semblait être non un exemplaire quelconque de ce type général, la femme, mais un produit nécessaire et naturel de ce sol. Car en ce temps-là, tout ce qui n'était pas moi, la terre et les êtres, me paraissait plus précieux, plus important, doué d'une existence plus réelle que cela ne paraît aux hommes faits. Et la terre et les êtres, je ne les séparais pas. J'avais le désir d'une paysanne de Méséglise ou de Boussainville, d'une pêcheuse de Balbec, comme j'avais le désir de Méséglise et de Balbec. Le plaisir qu'elle pouvait me donner m'aurait paru moins vrai, je n'aurais plus cru en lui, si j'en avais modifié à ma guise les conditions. Connaître à Paris une pêcheuse de Balbec ou une paysanne de Méséglise c'eût été recevoir des coquillages que je n'aurais pas vus sur la plage, une fougère que je n'aurais pas trouvée dans les bois. C'eût été retranché au plaisir que la femme me donnerait tous ceux au milieu desquels j'avais enveloppé mon imagination. Mais errer ainsi dans les bois de Roussainville, sans une paysanne à embrasser, c'était ne pas connaître de ces bois le trésor caché, la beauté profonde. Cette fille que je ne voyais que criblée de feuillage, elle était elle-même pour moi comme une plante locale d'une espèce plus élevée seulement que les autres, et dont la structure permet d'approcher de plus près qu'en elle la saveur profonde du pays. Je pouvais d'autant plus facilement le croire, et que les caresses par lesquelles elle me ferait parvenir seraient aussi d'une sorte particulière et dont je n'aurais pas pu connaître le plaisir par une autre qu'elle, que j'étais pour longtemps encore à l'âge où on ne l'a pas encore abstrait ce plaisir de la possession des femmes différentes avec lesquelles on l'a goûté, où on ne l'a pas réduit à une notion générale qui les fait considérer dès lors comme les instruments interchangeables d'un plaisir toujours identique. Il n'existe même pas isolé, séparé et formulé dans l'esprit comme le but qu'on poursuit en s'approchant d'une femme, comme la cause du trouble préalable qu'on ressent. À peine y songe-t-on comme à un plaisir qu'on aura. Plutôt, on l'appelle son charme à elle, car on ne pense pas à soi, on ne pense qu'à sortir de soi. Obscurément attendu, immanent et caché, il porte seulement un tel paroxysme au moment où il s'accomplit, les autres plaisirs que nous causent les doux regards, les baisers de celle qui est auprès de nous, qui nous apparaît surtout à nous-mêmes comme une sorte de transport de notre reconnaissance pour la bonté du cœur de notre compagnie et pour sa touchante prédilection à notre égard que nous mesurons aux bienfaits, au bonheur dont elle nous comble. Hélas, c'était en vain que j'implorais le donjon de Roussainville, que je lui demandais de faire venir auprès de moi quelque enfant de son village comme au seul confident que j'avais eu de mes parents désirs, quand, au haut de notre maison de Combray, dans le petit cabinet sentant l'iris, je ne voyais que sa tour au milieu du carreau de la fenêtre entr'ouverte, pendant qu'avec les hésitations héroïques du voyageur qui entreprend une exploration ou du désespéré qui se suicide, défaillant, je me frayais en moi-même une route inconnue et que je croyais mortelle jusqu'au moment où une trace naturelle comme celle d'un colimaçon s'ajoutait aux feuilles du cassis sauvage qui se penchait jusqu'à moi. En vain je le suppliais maintenant. En vain, tenant l'étendue dans le champ de ma vision, je la drainais de mes regards qui eussent voulu en ramener une femme. Je pouvais aller jusqu'au porche de Saint-André-des-Champs. Jamais ne s'y trouvait la paysanne que je ne se peux manquer d'y rencontrer si j'avais été avec mon grand-père et dans l'impossibilité de lier conversation avec elle. Je fixai indéfiniment le tronc d'un arbre lointain, de derrière lequel allait surgir et venir à moi. L'horizon scruté restait désert, la nuit tombait. C'était sans espoir que mon attention s'attachait, comme pour aspirer les créatures qu'il pouvait receler à ce sol stérile, à cette terre épuisée. Et ce n'était plus d'allégresse, c'était de rage que je frappais les arbres du bois de Roussainville, d'entre lesquels ne sortaient pas plus d'êtres vivants que si j'eusse été des arbres peints sur la toile d'un panorama, quand, ne pouvant me résigner à rentrer à la maison avant d'avoir serré dans mes bras la femme que j'avais tant désirée, j'étais pourtant obligé de reprendre le chemin de Combray en m'avouant à moi-même
qu'était de moins en moins probable le hasard qui l'eût mise sur mon chemin. Et si fût-elle trouvée d'ailleurs, eussé-je osé lui parler? Il me semblait qu'elle m'eût considéré comme un fou. Je cessais de croire partagé par d'autres êtres, de croire vrai en dehors de moi les désirs que je formais pendant ces promenades et qui ne réalisaient pas. Ils ne m'apparaissaient plus comme les créations purement subjectives, impuissantes, illusoires de mon tempérament. Ils n'avaient plus de lien avec la nature, avec la réalité qui dès lors perdait tout charme et toute signification, et n'était plus à ma vie qu'un cadre conventionnel comme l'est la fiction d'un roman de wagon sur la banquette duquel le voyageur le lit pour tuer le temps. C'est peut-être qu'une impression ressentie aussi auprès de Montjouvin, quelques années plus tard, impression restée obscure alors, qu'est sortie bien après l'idée que je me suis faite du sadisme. On verra plus tard que pour de toute autre raison, le souvenir de cette impression devait jouer un rôle important dans ma vie. Vous voyez, c'est ce genre de petite phrase qui montre l'omniscience du narrateur, qui lui sait tout ce qui va se passer, puisqu'il l'écrit, je pense, vers la fin de sa vie. Et donc c'est des petits moments qui montrent que, et c'est ça qui est génial avec le fait de tout raconter comme ça, il peut comme ça accrocher le lecteur en disant attention, n'oubliez pas ce petit détail, vous verrez qu'il aura de l'importance plus tard. Moi j'aime bien ça. C'était par un temps très chaud. Mes parents, qui avaient dû s'absenter pour toute la journée, m'avaient dit de rentrer aussi tard que je voudrais. Et étant allé jusqu'à la mare de Montjouvin, où j'aimais aller revoir les reflets du toit de tuiles, je m'étais étendu à l'ombre et endormi dans les buissons du talus qui dominent la maison, là où j'avais attendu mon père autrefois, un jour qu'il était allé voir M. Vinteuil. Il faisait presque nuit quand je m'éveillai. Je voulus me lever, mais je vis Mademoiselle Vinteuil, autant que je pus la reconnaître, car je ne l'avais pas vue souvent encombrée, et seulement quand elle était encore une enfant, tandis qu'elle commençait d'être une jeune fille, qui probablement venait de rentrer en face de moi, à quelques centimètres de moi, dans cette chambre où son père avait reçu le mien, et dont elle avait fait son petit salon à elle. La fenêtre était entr'ouverte, la lampe était allumée, je voyais tous ses mouvements sans qu'elle me vît, mais en m'en allant, j'aurais fait craquer les buissons, elle m'aurait entendu, et elle aurait pu croire que je m'étais caché là pour l'épier. Elle était un grand deuil, car son père était mort depuis peu. Nous n'étions pas allés la voir, ma mère ne l'avait pas voulu à cause d'une vertu qui chez elle limitait seule les effets de la bonté, la pudeur, mais elle la plaignait profondément. Ma mère, se rappelant la triste fin de vie de M. Vinteuil, tout absorbée d'abord par les soins de mère et de bon enfant qu'il donnait à sa fille, puis par les souffrances que celle-ci lui avait causées, elle revoyait le visage torturé qu'avait eu le vieillard tous les derniers temps. Elle savait qu'il avait renoncé à jamais à achever de transcrire au net toute son œuvre des dernières années. Pauvre morceau d'un vieux professeur de piano, d'un ancien organiste de village dont nous imaginions bien qu'ils n'avaient guère de valeur qu'en eux-mêmes, mais que nous ne nous méprisons pas parce qu'ils en avaient tant pour lui dont ils avaient été la raison de vivre avant qu'il les sacrifiât à sa fille, et qui pour la plupart, pas même notés, conservés seulement dans sa mémoire, quelques-uns inscrits sur des feuillets éparses, illisibles, resteraient inconnus. Ma mère pensait à cet autre renoncement plus cruel encore, auquel M. Vinteuil avait été contraint, le renoncement à un avenir de bonheur honnête et respecté pour sa fille. Quand elle évoquait toute cette détresse suprême de l'ancien maître de piano de mes tantes, elle éprouvait un véritable chagrin et songeait avec effroi à celui autrement amer que devait éprouver Mademoiselle Vinteuil, tout mêlé du remords d'avoir à peu près tué son père. Pauvre monsieur Vinteuil, disait ma mère, il a vécu et il est mort pour sa fille, sans avoir reçu son salaire. Le recevra-t-il après sa mort et sous quelle forme? Il ne pourrait lui venir que d'elle. Au fond du salon de Mademoiselle Vinteuil, sur la cheminée, était posé un petit portrait de son père, que vivement elle alla chercher au moment où retentit le roulement d'une voiture qui venait de la route, puis elle se le jeta sur un canapé et tira près d'elle une petite table sur laquelle elle plaça le portrait, comme M. Vinteuil autrefois avait mis à côté de lui un morceau qu'il avait le désir de jouer à mes parents. Bientôt, son ami entra. Mademoiselle Vinteuil l'accueillit sans se lever, les deux mains derrière la tête, et le recula sur le bord opposé du sofa comme pour lui faire une place. Mais aussitôt, elle sentit qu'elle semblait ainsi lui imposer une attitude qui lui était peut-être importune. Elle pensa que son amie aimerait peut-être mieux être loin d'elle sur une chaise. Elle se trouva indiscrète, la délicatesse de son cœur s'en alarma. Reprenant toute la place sur le sofa, elle referma les yeux et se mit à bâiller pour indiquer que l'envie de dormir était la seule raison pour laquelle elle s'était ainsi étendue. Malgré la familiarité rude et dominatrice qu'elle avait avec sa camarade, je reconnaissais les gestes obséquieux et réticents, les brusques scrupules de son père. Bientôt elle se leva, feignit de vouloir fermer les volets et de n'y avoir pas réussi. « Laisse donc tout ouvert, j'ai chaud, » dit son ami. « Mais c'est assommant. On nous verra, répondit mademoiselle Vinteuil.
Mais elle devina sans doute que son amie penserait qu'elle n'avait dit ces mots que pour la provoquer à lui répondre par certains autres qu'elle avait en effet le désir d'entendre, mais que par discrétion, elle voulait lui laisser l'initiative de prononcer. Aussi son regard, que je ne pouvais distinguer, dut-il prendre l'expression qui plaisait tant à ma grand-mère, quand elle ajouta vivement. Quand je dis nous voir, je veux dire nous voir lire. C'est assommant. Quelque chose insignifiant qu'on fasse, de penser que des yeux vous voient. Par une générosité instinctive et une politesse involontaire, elle taisait les mots prémédités qu'elle avait jugés indispensables à la pleine réalisation de son désir. Et à tout moment, au fond d'elle-même, une vierge timide et suppliante implorait et faisait reculer un soudard frustre et vainqueur. Oui, c'est probable qu'on le regarde à cette heure-ci, dans cette campagne fréquentée, dit ironiquement son ami. Et puis quoi, ajouta-t-elle, en croyant devoir accompagner d'un clignement d'yeux malicieux et tendre ces mots qu'elle récita par bonté, comme un texte qu'elle savait être agréable à Mademoiselle Vinteuil, d'un ton qu'elle s'efforçait de rendre cynique. Quand même on nous verrait ce n'en est que meilleur. Mademoiselle Vinteuil frémit et se leva. Son cœur scrupuleux et sensible ignorait quelle parole devait spontanément venir s'adapter à la scène que ses sens réclamaient. Elle cherchait, le plus loin qu'elle pouvait de sa vraie nature morale, à trouver le langage propre à la fille vicieuse qu'elle désirait d'être, mais les mots qu'elle pensait que celle-ci prononçait sincèrement lui paraissaient faux dans sa bouche. Et le peu qu'elle s'en permettait était dit sur un ton guindé, où ses habitudes de timidité paralysaient ses velléités d'audace, et s'entremêlaient de « tu n'as pas froid, tu n'as pas trop chaud, tu n'as pas envie d'être seule et de lire ?» Mademoiselle me semble avoir des pensées bien lubriques ce soir, finit-elle par dire, répétant sans doute une phrase qu'elle avait entendue autrefois dans la bouche de son amie. Dans l'échancrure de son corsage de crêpe, Mademoiselle Vinteuil sentit que son amie piquait un baiser. Elle poussa un petit cri, s'échappa, et elles se poursuivirent en sautant, faisant volter leurs larges manches comme des ailes, et gloussant et plaillant comme des oiseaux amoureux. Puis Mademoiselle Vinteuil finit par tomber sur le canapé, recouverte par le corps de son amie, mais celle-ci tournait le dos à la petite table sur laquelle était placé le portrait de l'ancien professeur de piano. Mademoiselle Vinteuil comprit que son amie ne le verrait pas, mais elle n'attirait pas sur lui son attention, et elle lui dit, comme si elle venait seulement de le remarquer, « Oh, ce portrait de mon père qui nous regarde, je ne sais pas qui a pu le mettre là. J'ai pourtant dit 20 fois que ce n'était pas sa place. » Je me souviens que c'étaient les mots que M. Vinteuil avait dit à mon père à propos du morceau de musique. Ce portrait leur servait sans doute habituellement pour des profanations rituelles, car son ami lui répondit par ces paroles qui devaient faire partie de ses réponses liturgiques. « Mais laisse-le donc où il n'est plus là pour nous embêter. Crois-tu qu'il pleurnicherait, qu'il voudrait le mettre ton manteau s'il te voyait là, la fenêtre ouverte, le vilain singe ?» Mademoiselle Vinteuil répondit par des paroles de doux reproche. « Voyons, qui prouvaient la bonté de sa nature. Non qu'elles fussent dictées par l'indignation que cette façon de parler de son père eût pu lui causer. Évidemment, c'était un sentiment qu'elle s'était habituée, à l'aide de quel sophisme, à faire taire en elle dans ces minutes-là, mais parce qu'elles étaient comme un frein pour ne pas se montrer égoïste, elle mettrait elle-même au plaisir que son ami cherchait à lui procurer. Et puis cette modération souriante en répondant à ces blasphèmes, ce reproche hypocrite et tendre, paraissait peut-être à sa nature franche et bonne une forme particulièrement infâme, une forme doucereuse de cette scélératesse qu'elle cherchait à s'assimiler. Mais elle ne put résister à l'attrait du plaisir qu'elle éprouverait à être traitée avec douceur par une personne si implacable avec un mort sans défense. Elle sauta sur les genoux de son amie et lui tendit chastement son front à baiser comme elle aurait pu faire si elle avait été sa fille, sentant avec délice qu'elles allaient ainsi toutes deux au bout de la cruauté en ravissant à M. Vinteuil jusque dans le tombeau sa paternité. Son ami lui prit la tête entre ses mains et lui déposa un baiser sur le front avec cette docilité que lui rendait facile la grande affection qu'elle avait pour Mlle Vinteuil et le désir de mettre quelque distraction dans la vie si triste maintenant de l'orpheline. « Sais-tu ce que j'ai envie de lui faire à cette vieille horreur ?» dit-elle en prenant le portrait. Et elle murmura à l'oreille de Mlle Vinteuil quelque chose que je ne pus entendre. « Oh, tu n'oserais pas. Je n'oserais pas cracher dessus, sur ça ?» dit l'ami avec une brutalité voulue. Je ne l'entendis pas davantage, car Mlle Vinteuil, d'un air las, gauche, affairé, honnête et triste, vint fermer les volets et la fenêtre. Mais je savais maintenant, pour toutes les souffrances que pendant sa vie M. Vinteuil avait supportées à cause de sa fille, ce qu'après la mort, il avait reçu d'elle en salaire. Et pourtant, j'ai pensé depuis que si M. Vinteuil avait pu assister à cette scène, il n'eût peut-être pas encore perdu sa foi dans le bon cœur de sa fille, et peut-être même n'eût-il pas en cela tout à fait tort. Certes,
Dans les habitudes de mademoiselle Vinteuil, l'apparence du mal était si entière qu'on aurait eu de la peine à la rencontrer réalisée de ce degré de perfection ailleurs que chez une sadique. C'est à la lumière de la rampe des théâtres, du boulevard plutôt que sous la rampe d'une maison de campagne véritable qu'on peut faire une fille faire cracher une amie sur le portrait de son père qui n'a vécu que pour elle. Et il n'y a guère que le sadisme qui donne un fondement dans la vie à l'esthétique du mélodrame. Dans la réalité, en dehors des cas de sadisme, une fille aurait peut-être des manquements aussi cruels que ceux de mademoiselle Vinteuil envers la mémoire et la volonté de son père mort, mais elle ne les résumerait pas expressément en un acte d'un symbolisme aussi rudimentaire et aussi naïf. Ce que sa conduite aurait de criminel serait plus voilé aux yeux des autres et même à ses yeux, à elle qui ferait le mal sans se l'avouer. Mais au-delà de l'apparence, dans le cœur de mademoiselle Vinteuil, le mal, au début du moins, ne le fut sans doute pas sans mélange. Une sadique comme elle est l'artiste du mal. Ce qu'une créature entièrement mauvaise ne pourrait être car le mal ne lui serait pas extérieur. Il lui semblerait tout naturel, ne se distinguerait même pas d'elle. Et la vertu, la mémoire des morts, la tendresse filiale, comme elle n'en aurait pas le culte, elle ne trouverait pas un plaisir sacrilège à les profaner. Les sadiques de l'espèce de mademoiselle Vinteuil sont des êtres si purement sentimentaux, si naturellement vertueux qu'elles-mêmes, le plaisir sensuel leur paraît quelque chose de mauvais, le privilège des méchants. Et quand ils se concèdent à eux-mêmes de s'y livrer un moment, c'est dans la peau des méchants qu'ils tâchent d'entrer et de faire entrer leurs complices. De façon à avoir eu un moment l'illusion de s'être évadés de leur âme scrupuleuse et tendre dans le monde inhumain du plaisir, et je comprenais combien elle l'eût désiré en voyant combien il lui était impossible d'y réussir. Au moment où elle se voulait si différente de son père, ce qu'elle me rappelait, c'était les façons de penser, de dire du vieux professeur de piano, bien plus que sa photographie, ce qu'elle profanait, ce qu'elle faisait servir à ses plaisirs, mais qui restait entre eux et elle, et l'empêchait de les goûter directement, c'était la ressemblance de son village. Les yeux bleus de sa mère, à lui, qui lui avait transmis comme un bijou de famille, ces gestes d'amabilité qui interposaient entre le vice de Mlle Vinteuil et elle une phraséologie, une mentalité qui n'était pas faite pour lui et qui l'empêchait de le connaître comme quelque chose de très différent des nombreux devoirs de politesse auxquels elle se consacrait d'habitude. Ce n'est pas le mal qui lui donnait l'idée du plaisir, qui lui semblait agréable, c'est du plaisir qui lui semblait malin. Et comme chaque fois qu'elle s'y adonnait, il s'accompagnait pour elle de ces pensées mauvaises qui, le reste du temps, étaient absentes de son âme vertueuse. Elle finissait par trouver au plaisir quelque chose de diabolique, par l'identifier au mal. Peut-être mademoiselle Vinteuil sentait-elle que son amie n'était pas foncièrement mauvaise, et qu'elle n'était pas sincère au moment où elle lui tenait ses propos blasphématoires. Du moins, avait-elle le plaisir d'embrasser sur son visage des sourires, des regards fermes peut-être, mais analogues dans leur expression vicieuse et basse à ceux qu'aurait eu non un être de bonté et de souffrance, mais un être de cruauté et de plaisir. Elle pouvait s'imaginer un instant qu'elle jouait vraiment les jeux que jouait avec une complice aussi dénaturée, une fille qui aurait ressenti en effet ses sentiments barbares à l'égard de la mémoire de son père. Peut-être n'eût-elle pas pensé que le mal fût un état si rare, si extraordinaire, si dépaysant, où il était si reposant d'émigrer, si elle avait su discerner en elle, comme en tout le monde, cette indifférence aux souffrances qu'on cause et qui, quelque autre nom qu'on lui donne, est la forme terrible et permanente de la cruauté. Et bien voilà pour aujourd'hui, c'était cette page-là qu'il fallait terminer pour cette semaine. Bon, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, pour moi c'est pas la partie que j'ai préférée pour être honnête, mais ça arrive, hein, voilà, chez Proust il y a des hauts et des bas. Là je trouve qu'on était plutôt dans le bas, alors on a eu quand même la mort de la tante Léonie, qui était un moment très cruel, triste, avec cette Françoise qui on pensait qu'elle la détestait, en fait elle avait un profond amour pour elle et c'était assez triste. Gilberte qui apparaît, ça y est, pour la première fois, et on va voir que plus tard pour le narrateur ça sera quelqu'un d'important. Et cette mademoiselle Vinteuil qui a l'air terrible, la fille de ce professeur de piano, qui est cruelle et qui laisse son ami cracher comme ça sur le portrait de son père, alors qu'il a vécu et mort pour elle, comme le dit le narrateur. Et puis tout le temps, cette description des promenades, du village, de sa vie ici lorsqu'il venait à Combray l'été, alors qu'il vivait à Paris. Pour l'instant, vraiment, tout se passe ici, et pas du tout à Paris, là où se passe pourtant on va dire la majorité de son temps, la majorité de sa vie, parce qu'il vit à Paris, lui, tout le reste de l'année. Voilà. Donc pour la semaine prochaine, comme je le disais, eh bien, nous allons arriver à la fin de cette partie de Combray. Donc il y aura moins de pages à lire, mais bon, c'est pas très grave, parce qu'on va arriver du coup à la page 327. Donc 30 pages seulement à lire pour la semaine prochaine. Bah, écoutez, c'est une petite semaine, comme ça vous pouvez
lire d'autres choses en même temps. Et puis comme je le disais, je vais organiser un podcast pour faire un premier bilan de cette lecture commune de La recherche du temps perdu. Donc si vous avez envie d'y participer, n'importe qui que vous soyez, tous les volontaires sont acceptés. Écrivez-moi, dites-le moi, nous allons organiser ça très très rapidement, j'aimerais bien le faire dans la semaine. Je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt sur cette chaîne des Mémoires d'Adrien, prenez soin de vous, lisez des livres, lisez Proust, mais d'autres choses également, et au revoir.